Hélène Landemore, qui est professeure à Yale, aux États-Unis, qui est professeure de sciences politiques et donc particulièrement spécialiste de la démocratie et des innovations démocratiques, qui a suivi la Convention citoyenne de A à Z, qui a même organisé ensuite un congrès avec des spécialistes du monde entier sur la question, parce qu'elle, elle trouve que c'est effectivement une innovation démocratique majeure, enfin passionnante, qui évidemment n'a pas pu aller à son terme, mais qui en tout cas porte en lui les germes de quelque chose qui mériterait d'être reproduit. Et elle me disait, vraiment, pour moi, c'est une des voies qui nous permettrait d'être véritablement en démocratie. C'est-à-dire que ce qu'elle disait, et j'insiste bien sur le fait qu'elle enseigne à Yale, qu'elle enseigne les sciences politiques, que ce n'est pas du tout une radicale, que c'est quelqu'un qui est même dans un milieu relativement bourgeois, etc., mais qui s'appuie sur les recherches les plus récentes, notamment cette fameuse étude de Martin and Giles là, de 2014 qui a été publiée chez Oxford, Princeton et tout ça, qui montre bien que dans nos sociétés occidentales, en réalité, on est plutôt dans des formes d'oligarchie ou de plutocratie, c'est-à-dire dans des systèmes où les 10% les plus riches ont une influence démesurée sur les décisions publiques. Et donc, cette fameuse étude de Martin and Giles, en fait, ils ont étudié plus de 2000 décisions publiques sur 15 ou 20 ans aux États-Unis, en essayant justement de se faire une idée des éléments moteurs et qui avaient le plus d'influence dans la société. Et pour eux, c'était absolument sans équivoque, c'est-à-dire que pour 80% des décisions publiques, c'était majoritairement l'élite économique, les plus grandes entreprises ou les personnes qui ont la surface financière la plus importante qui ont influencé ces décisions-là. Monsieur Bouygues possède TF1. L'entreprise Bouygues est très impliquée dans les travaux publics, dans la construction et dans le nucléaire. Pourquoi dans le nucléaire? Parce qu'ils fabriquent des réacteurs qui demandent des quantités de béton astronomiques. Eh bien, sur les chaînes de TF1, on ne va pas beaucoup parler de artificialisation des sols ou étalement urbain. On ne va pas beaucoup parler des grands travaux inutiles et on ne va pas beaucoup critiquer le nucléaire. Si Monsieur Niel, Xavier Niel possède Le Monde et d'autres médias, on va peut-être pas être très critique dans ces médias sur la 5G, ou on va peut-être pas faire beaucoup d'enquêtes sur les opérateurs télécoms, etc., etc. Si Monsieur Bolloré possède CNews, bientôt Europe 1, je crois, le journal du dimanche, je crois qu'il est en train d'acheter Paris Match, il est en train d'acheter le groupe Lagardère, et je dois en oublier, c'est pas pour parler d'environnement, c'est pour pousser, entre autres choses, Monsieur Zemmour et les idées d'extrême droite. Voilà en quoi toute la propriété des médias. Quand Monsieur Bernard Arnault possède Le Parisien et Les Échos, premier journal économique de France et un journal Le Parisien important, c'est pas pour dire il faudrait lutter contre les inégalités pour aller vers une transition écologique juste et aller vers la sobriété collectivement, mais si on réduit les inégalités, il y aura moins de gens qui achèteront des produits de luxe. Or, M. Bernard Arnault a bâti toute sa fortune en vendant des produits de luxe. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, oui, la propriété des médias par des milliardaires, et là, je n'en ai cité que quelques-uns, joue absolument sur l'environnement, pas tellement, mais en n'en parlant pas, en évacuant les sujets qui fâchent. Et c'est sans doute la principale raison pour laquelle tous ces personnages achètent ces médias, qui sont d'un rendement économique, avouons-le, on va dire modeste dans le meilleur des cas. Parce que beaucoup de ces journaux perdent de l'argent. Sauf les journaux indépendants, souvent, et ça, c'est aussi très intéressant. Mais pourquoi ils achètent? Les Niel, les Bolloré, les Kretinsky, les Drahi, les Arnaud, les Pinault, enfin voilà. Tout ça, c'est la vie des milliardaires français. Ils vont faire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ils vont subtilement, je vous expliquerai le mécanisme après, faire en sorte qu'on ne parle pas, ou le moins possible, des sujets un petit peu emmerdants. Excusez-moi d'être vulgaire. Des sujets qui les dérangent. Et d'orienter l'opinion dans un certain sens. Deuxième chose aussi, c'est un moyen de pression sur le pouvoir politique. Vous avez par exemple le Figaro, qui joue un grand rôle pour notamment
les idées de droite et les politiciens de droite. Imaginons, on peut rêver, mais qu'un politicien de droite se dise, mais après tout, est-ce qu'on a besoin de faire le Rafale? Est-ce que l'armée française a besoin d'acheter, mettons, 50 Rafales? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux développer les transports en commun? On peut rêver, Parce que ça appartient à Dassault qui produit les Rafales. Et Dassault produit les Rafales et la famille Dassault possède aussi Le Figaro. Donc voilà, c'est un moyen de dire, et en fait Le Figaro, ils ont beaucoup joué à ça, si tu fais quelque chose, on aura des ennuis. Les opérateurs de télécom, le fait de posséder des journaux, ça vous permet de vous arranger par rapport au pouvoir politique, par rapport à certains intérêts de licence, etc., etc. Et puis, il y a une troisième petit qu'il ne faut pas tout à fait oublier, c'est qu'au sein de l'oligarchie, ils se font un peu concurrence les uns les autres. Donc, si vous possédez un journal, vous pouvez envoyer un signal à un autre journal, à un autre milliardaire, dis donc, si tu m'ennuies sur tel point, ou si tu laisses faire tes journalistes à s'occuper de moi, je peux t'envoyer un scud, moi aussi, de ça. C'est-à-dire que ça sert aussi de surveillance et de petits chantages, de petits rapports de force les uns avec les autres. Donc c'est pas le plus important, mais il faut aussi avoir ça en tête. L'autocensure, c'est un véritable problème du journalisme. Quand vous êtes aujourd'hui, vous bossez pour BFM TV ou vous bossez pour RMC, que votre patron c'est Patrick Drahi, vous êtes possédé par Altice, comment vous allez parler de la 5G ? Vous ne pouvez pas parler de la 5G. Vous ne pouvez pas traiter fondamentalement de la 5G. Ou prenons, puisque je vous parle d'un bout du monde, dans un bout du monde, il y a Le Monde. Et c'est quand même une association qui est née aussi parce que j'ai été élue à la présidence de la Société des lecteurs du Monde. Et parce qu'il y a cette idée de revenir justement à ce qu'a été l'actionnariat historique du Monde, un actionnariat de lecteurs et un actionnariat de journalistes. Aujourd'hui, vous avez un des actionnaires du Monde, Xavier Niel, qui est aussi un géant des télécoms. Alors les journalistes vont toujours dire qu'ils prennent le recul nécessaire et que dès qu'ils parlent de Xavier Niel, ils vont mettre entre trucs actionnaires du média. Je pense que c'est compliqué pour un journaliste de faire un portrait objectif de son actionnaire et c'est compliqué pour un journaliste de parler objectivement des activités de son actionnaire. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas essayer de le faire. Le journaliste du Washington Post, il va essayer de parler peut-être de Jeff Bezos ou de Amazon. Il ne peut pas le faire librement. C'est juste pas possible. Et c'est ça qu'on appelle l'autocensure. Et le problème, c'est d'avoir mis les journalistes dans cette situation-là. C'est pas la faute du journaliste. Vous êtes sûr de l'autocensure ? Il n'y a pas des têtes brûlées qui disent « moi, j'en ai rien à faire ». Bien sûr qu'il y en a toujours. La question, c'est la rédaction dans son ensemble. Vous prenez une rédaction de 300, 400, 500 personnes, bien sûr, vous allez toujours trouver une tête brûlée qui va être capable de claquer la porte et de dire qu'il n'en a rien à faire. Et tant mieux. Mais c'est pas en se reposant là-dessus qu'on va se dire « tout va bien ». Vous avez plein de fois où ça va pas. In order to address the environmental crisis, we are going to have to spend some time fixing the democracy crisis because big money has so much influence now. Our democracy has been hacked. Large contributors call the shots. Vous savez, c'est très compliqué parce que dans l'état actuel des choses, les grandes entreprises sont finalement plus puissantes que des États. Et quand il y a même une inadéquation entre les lois locales et les lois de ces systèmes macroéconomiques, elles ne sont plus jugées par des tribunaux habituels, mais par des tribunaux transnationaux qui sont soumis à une juridiction différente. Donc, quelque part, le politique, au sens le plus fort du terme, sur les questions les plus fondamentales, nous a déjà en partie échappé. And of course, the third thing I fight against is the merger of the economic power of corporations with the political power of the state, giving us now a corporate state, which only has one agenda, how to create markets for corporations, even though it's destroying the air, destroying the soil, destroying the water, and destroying our democracy. Dans l'idéal, il faudrait que nous réfléchissions, une fois de plus, à tout ce qui doit être supprimé, à ce qui doit être limité ou fortement régulé, à ce qui doit rester tel quel, à ce qui doit évoluer, à ce qui doit croître, à ce qui doit être créé. Tout ça, c'est un débat politique, dans l'idéal démocratique, même si on est loin d'être dans une démocratie. Je parle de totalitarisme. Ou de fausse démocratie. C'est pas la même chose. Soft. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous pesez les uns et les autres autour de cette table sur la vie de ce pays, sur les décisions, les grandes décisions qui sont prises? Oui. Ben oui, et le vote change quoi? Qu'est-ce que vous avez décidé, vous, les uns et les autres, sur l'Europe, par exemple, sur les orientations politiques et économiques de l'Europe depuis 20 ans? Rien.
Je ne veux pas prendre le pari aujourd'hui, mais je pense qu'on aura probablement un président maastrichtien. Il s'appellera Emmanuel Macron ou il s'appellera Valérie Pécresse. Mais tout le système est ainsi C'est fait. blanc bonnet ou bonnet blanc Oui, pour vous? oui, pour moi, c'est la même chose. oui, C'est bien sûr. grave, parce qu'en termes de démocratie, ça veut dire que le choix, finalement, c'est un faux choix, c'est un leurre. Vous avez tellement raison que de convoquer le mot. Je pense que nous ne sommes plus en démocratie. Quand on est dans un pays où jamais le peuple ne peut gouverner parce qu'il est considéré comme inapte à gouverner, parce que les gens, s'ils sont assemblés en masse, sont incapables, soi-disant, de prendre des décisions, etc., à ce moment-là, ce n'est pas la démocratie. Donc il faut arrêter d'appeler démocratie nos régimes qui n'en sont pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des États de droit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas respectueux des droits humains, ça ne veut pas dire que c'est la dictature. C'est-à-dire, c'est pas Oui, c'est ça, c'est que les démocratie gens ou opposent souvent dictature. démocratie aux dictatures. Oui, alors. on fait comme si soit vous êtes en démocratie, soit vous êtes en dictature. Mais c'est se moquer du monde. L'histoire politique nous montre qu'il y a toutes sortes de systèmes politiques. Entre la dictature moderne, contemporaine et la démocratie, il y a des dizaines et des centaines de régimes politiques possibles. En tout cas, on est dans un mode de gouvernement très autoritaire, très stratifié dans nos pays, avec ceux qui sont censés savoir et puis les autres qui sont censés être guidés dans la bonne direction. Voilà, on n'a qu'à compter sur la vertu des élus. Bon, c'est compliqué vu le niveau de corruption, etc. Et donc, oui, faisons le diagnostic lucide que nous ne sommes pas dans un système démocratique. Et c'est peut-être très bien. Peut-être que la démocratie, c'est pas possible. Mais arrêtons d'appeler ça la démocratie.